Le nom de Jean Piaget est célèbre dans le monde entier, et cela se comprend. Il figure sur quelques 30 volumes et près de 200 articles traduits dans toutes les langues du monde. Son influence s'est manifestée au Québec jusque dans le rapport parent et à l'Université de Montréal, où s'est reconstitué un petit Genève où il est souvent question du patron. Et pourtant, quand on demande qui est Jean Piaget, on obtient de bien curieuses réponses. C'est un Français. Il doit être mort maintenant depuis le temps qu'il publie. C'est un psychologue de l'enfant qui n'a jamais fait de statistiques. Et il a écrit des volumes que personne ne comprend. Eh bien, ce soir, nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous M. Jean Piaget pour nous dire un peu qui il est. Monsieur Piaget, dites-nous où, quand êtes-vous né et quand avez-vous commencé à écrire? Je suis né en Suisse, à Neuchâtel, en 1896. J'ai commencé à écrire. J'ai fait un petit articulé quand j'avais 11 ans dans un journal de naturalistes pour avoir vu dans un parc un moineau albinos, mais ça, c'était pas sérieux. Non, j'ai commencé à écrire à la mort d'un maître que j'ai eu la chance d'avoir quand j'étais au collège. C'était un naturaliste spécialisé dans les mollusques, la malacologie, et il dirigeait le musée d'histoire naturelle de Neuchâtel. Il n'avait pas de préparateur, pas d'assistant, et moi je m'intéressais aux sciences naturelles. J'avais envie de voir le musée tout en n'étant pas d'âge à être admis sans plus, et je m'étais mis en rapport avec lui. Il m'avait dit, mais vous serez mon famulus. Alors, il venait m'aider tous les samedis après-midi. Et en même temps, il m'enseignait la malacologie. Il m'a donné toutes sortes d'exemplaires pour commencer une collection, etc. Alors, quand il est mort en 1911, il avait publié un catalogue des mollusques du canton de Neuchâtel. Et j'avais trouvé 2-3 choses en plus et j'ai commencé à publier. D'abord sur les mollusques du canton, ensuite sur ceux des Alpes suisses et différentes régions où j'allais. Mais vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 11, j'avais 15 ans. Mais c'est pas sorcier de travailler avec des escargots. Et ces articles ont été publiés? Ah oui, ils étaient publiés. Oui. Dans des revues de sciences naturelles. Et on savait votre âge? Non, pas toujours. Quelques-uns, mais pas toujours. Non. Est-ce que ça a compliqué un peu les choses de savoir que l'auteur était si jeune? Je me rappelle un collègue, si je puis dire, qui était un vieil Italien qui demandait à me voir. Je n'ai pas osé me montrer. J'étais grippé ou je sais pas quoi. Mais vous n'avez pas osé vous montrer, surtout parce que vous étiez encore en culotte courte ou... Oui, non, pas environ. J'étais au collège, quoi. Oui. Non, j'ai eu une petite aventure. Le directeur du musée d'histoire naturelle de Genève m'a offert un poste. Alors là, je lui ai répondu qu'il fallait que je commence par faire mon bachot. Et qu'ensuite on causera. Ça a dû l'étonner un petit peu. J'ai regardé ça et vous aviez écrit 23 articles avant l'âge de 20 ans. Oui, c'est possible. Oui. Et presque tous, alors, sur les mollusques. Oui. C'était une orientation très nette vers les sciences naturelles. Très nette, m'intéressait vivement à la biologie, et puis d'autre part, grâce à l'enseignement de ce bon maître, je savais quelque chose dans ce domaine-là. Et vous avez écrit aussi qu'à ce moment-là, vos études scientifiques vous ont protégé de la philosophie. Oui, si j'ose dire. Oui, et pourquoi est-ce que la philosophie était tellement redoutable pour vous à ce moment-là? J'ai passé par la crise d'adolescence
la crise philosophique de tous les adolescents, mais ça me tentait, je me serais lancé là-dedans, certainement à corps perdu, sans cette préparation biologique qui m'apprenait à distinguer ce qui est vérifiable et ce qui ne l'est pas, ce qui est contrôlable et ce qui ne l'est pas, ce qui est spéculation et ce qui est hypothèse contrôlable. Vous a parlé comme si vous aviez échappé à un grand danger. Ah ben, je le pense toujours. Oui, vous êtes revenu à la philosophie. Vous avez publié un de vos derniers volumes, c'est Sagesse et illusion de la philosophie. Ben oui, pour montrer que la philosophie apparaît comme nécessaire en tant que coordination des valeurs en général, mais que ce n'est pas un instrument de connaissance, si on appelle connaissance ce qui est vérifiable. Mais à l'époque de l'adolescence, vous parlez de cette crise. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir eu une adolescence qui ressemblait à celle de tant d'autres, c'est-à-dire justement une époque bouleversante et bouleversée? Bon, bouleversante, ça serait exagéré, mais enfin, agité, quoi. Oui. Découvrir la philosophie, ça n'est pas rien. Et vous l'avez découvert comment à ce moment-là? Dans des livres ou est-ce qu'il y a eu quelques... Dans l'évolution créatrice de Bergson. Oui. J'avais un bon parrain qui me trouvait trop spécialisé et qui voulait m'ouvrir l'esprit. Alors j'ai passé des vacances avec lui au bord du lac d'Annecy, je me rappelle. Il m'enseignait l'évolution créatrice que je me suis mis à lire. Est-ce que tout ça était un peu mêlé avec la religion? Vous parlez là du problème philosophique au moment de l'adolescence, mais très souvent, il y a aussi des problèmes religieux. Oui, bien sûr, le problème science et religion. Oui. Bien sûr. Mais cet oncle n'essayait pas en même temps de vous faire des cours de philosophie et de... Ah non, de pas vous du tout, enseigner, non. Il cherchait à m'initier à un domaine qui m'était étranger. Et alors, pour votre travail ensuite au niveau d'une thèse de doctorat, c'est très loin de la philosophie. Vous êtes resté dans le domaine des mollusques. Alors, j'ai fini mon doctorat en zoologie, puisque j'avais commencé là, mais la philosophie m'a plongé dans la réflexion épistémologique, et la théorie de la connaissance m'a pris pour le reste de la vie. Comment est-ce que vous définiriez ça, l'épistémologie? L'épistémologie, c'est la recherche des conditions de la connaissance. Comment une science est-elle possible? C'est le problème classique depuis Platon et Kant. Et comment est-ce que les mollusques ont pu vous conduire à ça? Alors, c'était indépendant, mais il me fallait faire la synthèse. D'un côté, j'étais biologiste, d'un autre côté, je m'intéressais à ce que c'est que la connaissance en général. Alors j'avais le projet de construire une théorie biologique de la connaissance. Et c'est ce que vous avez fait, c'est vraiment votre œuvre. Ouais, c'est ce que j'ai essayé de faire. Oui, après... Alors pour relier les préoccupations biologiques d'un côté et les préoccupations épistémologiques de l'autre, bien sûr qu'il fallait des faits, étant donné ma tournure d'esprit. Alors je me suis mis à la psychologie de l'enfant parce qu'on ne connaît pas l'homme préhistorique. Bien sûr que la vraie méthode aurait été de voir comment la connaissance se développe dans l'humanité, à supposer qu'on ait les documents, mais on ne les a pas aux périodes où ça serait la genèse, la formation. Alors j'ai étudié l'enfant à la manière dont un biologiste, pour éclairer des problèmes d'évolution, étudie l'embryologie. L'embryologie qui est pas une récapitulation exacte, mais enfin une correspondance étroite avec l'évolution en général. Mais votre premier contact avec les enfants, il s'est fait de quelle façon, si on... Alors, voulant faire de la psychologie, j'ai commencé par aller à Zurich, où j'ai rien trouvé qui me convienne exactement. Puis j'ai passé à Paris, et on m'avait recommandé à Simon, le collaborateur de Binet, qui avait un laboratoire qu'il ne fréquentait d'ailleurs pas lui-même parce qu'il habitait Rouen. Et alors il m'a confié une tâche qui était de standardiser en langue française les tests d'intelligence de Burt. Tâche qui ne me souriait pas autrement.
Mais en voyant de près ces tests, ils étaient très remarquables par leur structure logique. Et dès que je me suis mis à interroger les enfants, ce qui m'a frappé, c'est le caractère systématique des erreurs qu'ils commettaient, qui n'étaient pas du tout au hasard, mais qui avaient l'air de suivre des lois, des processus. Alors je me suis mis à l'étude de la logique de l'enfant, ce qui était exactement ce qui me convenait comme pont entre le développement biologique d'un côté et la théorie de la connaissance d'un autre côté. Et c'est à ce moment-là que vous publiez alors vos tout premiers volumes. Des petits articles d'abord. Oui. J'ai fait un premier article sur la notion de tout être parti chez l'enfant. C'était un test de Burt qui était présenté sous la forme d'une devinette. Jean a un bouquet de fleurs dans son dos, il dit à ses fleurs, quelques-unes de mes fleurs sont des boutons d'or. Ses sœurs savent que tous les boutons d'or sont jaunes. Alors la première des trois répond donc tout ton bouquet est jaune, la seconde répond une partie de ton bouquet est jaune, et la troisième répond aucune de tes fleurs n'est jaune. Laquelle a raison? Et alors, chose étrange, jusque vers 9 ou 10 ans, des petits Parisiens qui n'avaient aucun problème de langage, il n'y a aucune question de langue là, disaient les deux premières ont raison. Toutes tes fleurs sont jaunes ou une partie de tes fleurs sont jaunes, c'est la même chose. Alors je demandais qu'est-ce que c'est qu'une partie? C'est quelques fleurs, c'est pas toutes. Les autres sont... Où sont les autres? Dans les champs. Alors toutes tes fleurs, ou une partie de tes fleurs, c'est comme on dit une partie de ballon, enfin une partie séparée du tout, qui suffit à soi-même. Alors je me suis mis à travailler ça de près. Et vous en avez tiré toute une théorie de la relation de la partie au tout. C'est pas allé tout seul, je me rappelle avoir présenté cet article à mon ami Meyerson, que je voyais pas la première fois, il s'est mis à lire ça devant moi. Il m'a dit, c'est pas dénué d'intérêt, mais ça me paraît aux antipodes de la méthode scientifique. Ça commençait bien. Alors il m'a dit, on va prendre un juge intègre, je vous propose de faire lire cet article à monsieur Lalande, mon professeur de logique, et on verra ce qu'il en dit. Alors Lalande, comme étudiant débutant, je lui avais présenté un travail à la suite duquel il m'avait dit, lisez le code, monsieur, lisez le code, ça vous mettra de la précision dans les idées. Mais Lalande, heureusement, a trouvé l'article intéressant. Et ça a été publié. Dans le journal de psychologie. Oui. Et les deux premiers volumes qui paraissent, vous avez, je crois, à ce moment-là, 27 ans. Alors là, j'ai été appelé par Claparède à l'Institut Jean-Jacques Rousseau comme chef des travaux. Alors là, j'avais publié ce que j'avais fait à Paris. Là, je me suis mis à étudier les enfants de la maison des petits. Les relations, l'usage qu'ils faisaient du langage, etc. La maison des petits, ça c'est une école un peu comme une maternelle chez nous. Oui, c'est ça, c'est une maternelle, mais avec méthode libre, méthode active. Les enfants pouvaient parler en travaillant, on pouvait étudier leur langage spontané. Et vous étiez à ce moment-là déjà directeur des études et vous aviez... Alors là, j'étais chef des travaux et j'avais quelques étudiants sous ma direction. Et c'est avec eux que j'ai fait les premiers volumes. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez de ces... C'est le langage et la pensée chez l'enfant? Oui, c'est ça. C'est le jugement et le raisonnement. Est-ce que j'en pense? Ils sont déplorables. Est-ce possible? Si j'avais à les réécrire, je le ferais tout autrement. N'est-ce pas? Ils utilisent une méthode purement verbale. Je pensais que la pensée de l'enfant se livrerait dans son langage et qu'il suffit de causer avec lui, comme j'avais fait à Paris d'ailleurs pour les tests de Burt. Et j'en suis resté à cette méthode pendant quelques années. Mais est-ce que ça veut dire que vous jugez tous les volumes où vous avez utilisé cette méthode comme déplorables? Parce qu'enfin, il y en a d'autres. Justement, si j'avais à faire ça aujourd'hui, c'est d'avoir des enfants qui m'a appris comment m'y prendre. Et là, on peut revenir alors à ce moment-là où vous commencez votre famille. Alors, quand j'ai commencé à observer mes enfants,
j'ai vu que l'essentiel était l'action et pas le langage. Mais vous avez commencé à les observer alors bien avant la période du langage. Ah oui, bien sûr. Ah ben c'est Oui. ça qui m'a instruit. Mhm. C'est de découvrir que bien avant le langage, il y a déjà toute une structuration quasi logique. Il y a une logique de l'action, il y a une logique des coordinations générales de l'action. Et on trouve ça chez le bébé d'une manière étonnante. Ça veut dire que les bébés dont vous parlez, ce sont vos bébés, ce sont Oui, vos enfants. oui. C'est Jacqueline, Lucienne, Laurent. Tous les étudiants de psychologie connaissent ces noms-là. Ben oui, il n'y en a que 3. Mais Heureusement que dans certains domaines, comme la notion de l'objet, Madame Gouin de Carry a repris les recherches sur 90 bébés et pas 3. c'est-à-dire qu'elle a fait des statistiques pour vérifier que les observations de M. Piaget étaient fort justes. Est-ce que vous voulez nous dire un peu ce qui vous a alors conduit en quelque sorte à justement cette notion d'objet qui est, je pense, là que vous avez eu l'intuition profonde que l'objet n'était pas permanent, substantiel. Ben, j'ai eu de la chance quand j'étais encore à Paris d'observer un fait qui m'a beaucoup frappé. J'étais dans une grande chambre, je travaillais dans un coin une table, et il y avait dans la chambre un petit neveu qui avait autour d'un an, qui jouait avec une balle, tantôt debout, tantôt à 4 pattes. Il la lançait, il la rattrapait, elle lui courait après. Alors la balle, à un moment donné, est tombée sous un fauteuil. Et le bébé est allé la chercher et a continué. Ensuite, elle est tombée sous un canapé, mais un canapé bas avec des franges qui empêchaient de voir ce qu'il y avait dessous. Il a cherché un instant, mais n'a rien vu, puisqu'il avait de la peine à voir sous le canapé. Alors je l'ai vu se relever, et, sans hésiter, en ligne droite, retourner sous le fauteuil pour chercher la balle sous le fauteuil, là où il l'avait trouvée la première fois. Quand même, il l'avait vu passer sous le canapé. Alors là, c'est un fait tout à fait frappant. L'objet n'est pas encore dissocié de l'action, pour ainsi dire. L'objet, c'est une semi-permanence, là. L'objet continue d'exister, mais là où l'action a réussi. Alors on me suis dit, il doit y avoir un stade préalable où l'objet, une fois disparu du champ de la perception, n'existe plus du tout. Et ce que je viens de voir sur mon neveu devait être un stade intermédiaire dans la construction de l'objet. Et je me suis promis, quand j'aurai des enfants, d'étudier ce problème. Parce qu'en fait, la notion de l'objet, c'est le centre de nos notions sur l'univers. Et votre étude à ce moment-là sur vos propres enfants, est-ce que ça compliquait pas un petit peu la vie? Est-ce que ça voulait dire que vous les mettiez dans des situations expérimentales et quelque chose d'assez différent de la vie quotidienne? Ou bien est-ce que c'était simplement... C'était avant tout de l'observation sur les conduites spontanées, sans expérimentation. Et alors, dans certaines situations, il y a avantage à simplifier la situation et ça devient de l'expérimentation. Par exemple, pour l'objet, les recherches les plus simples consistent à offrir un objet intéressant au bébé quand il va le saisir, à le couvrir d'un mouchoir et voir ce qui se passe. Parce que j'ai vu, c'est que l'enfant qui avait déjà la main dirigée dans la direction de l'objet posé devant lui retirait sa main comme si l'objet n'existait plus. Mais ce que vous avez vu, puisque c'était des comportements spontanés des enfants, bien des gens avaient vu la même chose avant vous. Ben écoutez, la plupart des psychologues, c'est un malheur, ne font pas d'épistémologie. Ben, pour quelqu'un d'adonné à l'épistémologie, la notion de l'objet, c'est bien plus central que bien d'autres choses. Ou bien, c'est ce problème qu'il faut étudier. Objet, causalité, espace, temps, etc. Ou bien des psychologues
voient les choses, mais ne savent pas vraiment en tirer alors tout ce que vous avez pu en extraire. Est-ce que vous voulez revenir un tout petit peu là sur cette période alors de très grande productivité à l'Institut Jean-Jacques Rousseau? Et vous aviez commencé à avoir des collaborateurs déjà ou est-ce que vous œuvriez à peu près seul? J'étais seul, il n'y avait pas d'assistant encore, mais j'avais la direction des élèves et par conséquent je travaillais avec eux chaque après-midi dans les écoles, pendant que d'autres faisaient des observations tout le jour à la maison des petits. Et votre œuvre à ce moment-là, alors, c'est vraiment à partir, avant là, la période où vous avez vos enfants, c'est vraiment à partir uniquement des verbalisations des enfants. C'est ça. Vous avez parlé beaucoup de votre méthode clinique et je voudrais alors vous ramener un tout petit peu en arrière et vous rappeler que vous avez aussi, pendant un certain temps, été dans une clinique, c'est-à-dire celle de Bleuler. Oui, parfaitement. Et on vous voit même interrogeant à cette époque alors des malades mentaux à l'hôpital Sainte-Anne. C'est une orientation vers la psychopathologie. Elle a été très brève en somme. Vous n'êtes pas revenu jamais vers... vous avez utilisé le travail clinique, mais vous n'êtes pas la méthode orienté. clinique m'a séduit parce que tout en poursuivant des buts précis, puisqu'il s'agit de voir comment le sujet résonne sur tel ou tel point, elle est beaucoup plus souple, elle laisse beaucoup plus de liberté au sujet qu'une méthode plus standardisée, comme des tests par exemple. Or, mon problème était de découvrir les caractères propres de la pensée de l'enfant à chaque niveau, à chaque stade. Alors, trouver ce qu'on ne connaît pas d'avance, puisque par définition, ce que je cherchais, c'était ce qui était différent de la pensée adulte et ce qui procédait étape par étape. Pour trouver ce qu'on ne connaît pas d'avance, il faut se garder de préparer des questions trop rigides. Si on part avec un plan trop standardisé, on limite d'avance le champ de ses trouvailles. Tandis que mon but étant de trouver du neuf dans la mesure du possible, du neuf j'entends, du spécifiquement enfantin, il fallait une méthode souple et ce que j'avais appris en psychiatrie me paraissait très salutaire comme méthodologie. Mais à ce moment-là, vous avez appliqué évidemment votre méthode clinique toujours à des enfants normaux. Oui. Vraiment, toute votre psychologie est une recherche de constance à l'intérieur de la normalité. Est-ce qu'à cette époque, vous n'aviez pas aussi eu un intérêt particulier alors pour la psychanalyse et pour ces... Ah, bien sûr. Oui. La psychanalyse était à ses débuts dans le contact avec les psychologues. Et à Genève, il y avait une tradition datant de Flournoy et de Claparède d'intérêt pour la psychanalyse et pour tout ce qui était nouveau comme méthode d'investigation. Intérêt avec préjugés favorables, mais sans parti pris, enfin, intérêt pour savoir ce que ça pourrait donner. Alors ça m'a intéressé comme d'autres. Alors j'ai eu la chance de rencontrer une élève de Freud qui a débarqué un beau matin à notre institut en expliquant que le congrès de psychanalyse de La Haye l'avait nommée assistante à l'Institut Jean-Jacques Rousseau. Mes patrons qui étaient très libéraux ont dit bah, tant mieux. On n'a pas de finances pour un poste nouveau, mais si. Mais elle a dit, c'est pas ça mon problème, je viens faire de la propagande pour la psychanalyse. J'ai été le troisième de ces sujets. Ah, vous avez été analysé vous-même? Ah oui, 8 mois de suite, tous les matins à 8 heures. Et comment est-ce qu'on peut analyser Piaget? Vous pensez vraiment que vous étiez analysable? Ah, vous me posez des questions captieuses. N'y répondez pas si vous ne voulez pas. J'ai rencontré une fois une psychanalyste bien connue aux États-Unis,
en lui disant « Je ne suis pas un sujet pour vous, j'ai pas d'inconscient ». Il m'a répondu « Comme c'est intéressant, moi non plus ». Ça n'a pas été beaucoup plus loin. Mais plaisanterie à part, on est quand même stupéfait en passant par une psychanalyse didactique de découvrir sur soi des tas de choses qu'on a lues dans les livres et qu'on ne croyait pas exister sur soi-même. Est-ce que vous n'avez pas même, à un moment donné, présenté les grands thèmes de la psychanalyse? Alors, oui, c'est ça. À Paris, la psychanalyse, à cette époque, quand j'y étais étudiant, ça c'était un peu avant cette psychanalyse didactique. À Paris, la psychanalyse était extrêmement mal vue. Il n'y avait que Hénard. Je crois que la Forgue n'avait pas encore commencé. Il n'y avait guère que Hénard, Régis et Hénard, qui avaient publié un bouquin sur la psychanalyse. Alors, Simon m'ayant demandé une conférence par la Société Alfred Binet, je lui ai proposé un exposé de la psychanalyse. Et... Ce qui n'est pas allé tout seul, j'ai failli recevoir des tomates. Le public était très hostile à ce moment-là. Absolument hostile. Oui, oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de la psychanalyse, si on vous demandait ça d'une façon tout à fait simpliste? Comme vous le savez mieux que moi, il y a plusieurs courants. Il y a un courant qui est resté freudien orthodoxe, et puis il y a psychanalyse culturaliste. Il y a surtout Erikson qui me séduit avec l'idée que j'avais de mon côté à cette époque, que le passé détermine le présent, c'est entendu, mais le passé n'est connu que par réinterprétation à partir du présent, avec échange mutuel. Je pense que là, il y a toutes sortes de voies nouvelles possibles. Est-ce que vous croyez que vraiment ce qu'Erikson appelle justement ces étapes ou ces âges peuvent être rapprochés de vos stades, qu'il y a quelque chose là qui pourrait converger? Je suis convaincu qu'il doit y avoir des convergences. Vous l'avez démontré vous-même pour les relations objectales et l'objet permanent. Mais je pense à ces grandes étapes, n'est-ce pas, que définit alors Erikson, et les grandes étapes que vous faites vous-même en découpant en quelque sorte l'intelligence. Est-ce que vous voudriez là nous dire un tout petit peu comment justement vous envisagez ces moments essentiels du développement? J'ai de la peine à vous répondre parce que je n'ai fait aucun travail personnel dans le domaine de la psychologie affective. Oui, j'oublie. Étant centré sur la connaissance, c'est un domaine, il faut choisir, quoi. Oui, mais je ne vous demande pas là, de faire le rapprochement avec l'affectivité. Je voulais simplement que vous nous disiez comment vous-même, dans le fond, vous avez conçu ces grandes étapes de l'intelligence. De l'intelligence. De l'intelligence, oui. Parce que vous avez dit en quelque sorte, quand on demande quand commence l'intelligence, si je vous posais cette question-là, qu'est-ce que vous répondriez? Il n'y a pas de réponse possible parce que il y a une continuité étonnante dans les étapes sensorimotrices avant le langage. De sorte que le bébé de 3 mois, pour vous, est intelligent. Pour les uns, l'intelligence commence seulement avec le moment où il y a des situation de compréhension soudaine, l'insight, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, l'intelligence ne commencerait que la seconde année, et même au milieu de la seconde année. Pour d'autres, comme Claparède, l'intelligence débute avec le tâtonnement par opposition à l'instinct ou aux habitudes déjà construites. Si c'est ça, l'intelligence débute dès les premières semaines. Moi, je prendrais comme critère la coordination des moyens et des buts. Quand dans une conduite, le but est assigné d'avance et qu'il s'agit de trouver les moyens pour atteindre le but, ça me paraît un signe net de conduite intelligente. Là, c'est vers 4-5 mois, mais c'est un critère arbitraire. En fait, ça n'est qu'une complication par rapport à des conduites plus simples, mais qui préparent déjà l'intelligence. Alors, les grandes étapes, c'est l'intelligence avant le langage, où les instruments sont l'action et la perception uniquement. Ensuite apparaît la fonction dite symbolique, et qu'il vaut mieux appeler sémiotique, qui est la capacité de représenter quelque chose au moyen d'autre chose.
comme le langage ou comme le jeu symbolique ou des gestes ou du dessin ou tout ce qu'on voudra, des images mentales. Alors la deuxième grande période, c'est la pensée proprement dite qui se superpose à l'intelligence sensorimotrice qui ne disparaît naturellement pas. Mais il n'y a pas encore d'opération. L'opération me paraissant être le noyau central de l'acte d'intelligence, d'opération dans le sens d'action intériorisée, réversible et coordonnée en système d'ensemble comme des classifications, des sériations ou bien la suite des nombres, etc. Alors j'appellerais ça la période de la pensée préopératoire, où en particulier il n'y a pas de conservation dans une transformation quelconque. Quand on verse un liquide d'un bocal dans un autre, l'enfant vous dira que le liquide a augmenté ou a diminué sans conservation. Tandis qu'avec une troisième étape qui débute vers 7 ans, vous avez l'opération dans le sens que je définissais tout à l'heure, et du même coup avec la réversibilité, la conservation des quantités, des ensembles, des longueurs, tout ce que vous voulez. Et puis enfin, dernière étape dans le développement de l'enfant, c'est vers 11-12 ans, quand l'enfant parvient à raisonner logiquement, non pas seulement sur des objets, mais sur des hypothèses. C'est à ce moment seulement que l'intelligence devient formelle et que le langage traduit exactement le niveau intellectuel du sujet. C'est la dernière étape, mais si on vous demandait, peut-on imaginer que cette étape elle-même, un jour, soit franchie? En d'autres termes, dans le contexte dans lequel vous vous placez, qui est celui de l'évolution, peut-on imaginer j'ose à peine dire un homme, mais une créature qui dépasse cette dernière étape? Ça me paraît probable. N'est-ce pas, l'intelligence de l'enfant est son affaire spontanée pendant les premiers mois, ensuite de plus en plus socialisée, influencée par la culture ambiante. Et bien entendu, cette culture est un accélérateur. Il me paraît évident qu'un enfant de 11 ans aujourd'hui raisonne mieux qu'un enfant de 11 ans, par exemple, au temps des Grecs, j'imagine. Il n'a pas toute cette ambiance de notions qui ne comprend pas dans le détail, mais enfin qui peut accélérer le développement, ou surtout un ensemble d'incitations, de problèmes qu'il n'y aurait des civilisations plus simples au point de vue technique, par exemple. Alors pourquoi pas, avec des transformations de la société, une accélération plus ou moins grande ou légère dans la succession des stades? Je ne vois rien d'impossible. Oui, c'est-à-dire que là, les gens atteindraient certaines étapes plus jeunes. Plus jeunes et par conséquent iraient plus loin dans ce que je considère comme la dernière étape pour le moment. Alors, vous imaginez des intelligences qui pourraient dépasser la vôtre ou celle d'Einstein, enfin des modes de pensée que nous ne pouvons pas imaginer parce que nous y serions déjà. Einstein a lancé des modes de pensée nouveaux. Il viendra d'autres Einstein. Vous avez connu Einstein? J'ai eu la chance de le rencontrer 2 fois. Une première fois, c'était un petit congrès de philosophie des sciences dont il était président et où je devais faire un travail sur la causalité chez l'enfant. Einstein était un président admirable qui assistait aux séances et qui écoutait les conférenciers. Alors ça l'avait amusé, il m'avait donné des idées pour d'autres recherches. En particulier, il m'avait posé la question de savoir si la vitesse et le temps se constituent solidairement ou séparément, si le temps s'appuie sur la vitesse comme en relativité, ou au contraire, la vitesse apparaît comme un rapport entre le temps et l'espace parcouru, comme dans la mécanique classique. Et alors il m'a inspiré les travaux que j'ai faits sur la vitesse et le temps chez l'enfant. Et ensuite j'ai eu la chance de le retrouver à Princeton une année avant sa mort, où j'étais invité pour quelques mois et où j'ai pu le rencontrer. Il avait
un intérêt étonnant pour n'importe quoi, tous les domaines. Les expériences sur l'enfant l'excitaient. Il m'en faisait raconter, en particulier les non-conservations dont je parlais tout à l'heure. Il était stupéfait que ces notions ne se constituent que si tard et si laborieusement. Et vous avez connu d'autres grandes personnalités, je songe à Freud par exemple. Il vous est arrivé de rencontrer Freud? Freud, je l'ai rencontré au congrès de psychanalyse de Berlin en 1922, sauf erreur. Vous avez discuté avec lui? Pour participer avec Freud à un congrès, il vaut mieux faire un petit rapport soi-même que de se taire. Alors j'avais présenté un travail sur la pensée symbolique chez l'enfant, dans le jeu symbolique, dans la pensée représentative en général. Et alors, ça avait amusé Freud. J'ai un souvenir d'ailleurs inquiétant de cette conférence. L'orateur était face à un grand public, mais à côté de lui, Freud était assis dans un grand fauteuil à fumer des cigares. Et le public ne regardait pas le conférencier, mais regardait exclusivement Freud. Quand il avait le sourire, toute la salle avait le sourire. Quand il avait l'air sombre, toute la salle s'assombrissait. La chapelle était déjà organisée. Ah oui, très nette. Oui. C'est un reproche qu'on vous a fait souvent du côté alors des psychanalystes, de ne pas vous être occupé de l'affectivité et de n'avoir regardé que l'intelligence. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais je réponds que je ne suis pas psychologue de métier. Je suis épistémologiste essentiellement. C'est la connaissance qui me préoccupe. C'est un tel domaine et il y a tant de travail et j'ai encore tant à faire aujourd'hui que de trouver le temps de s'occuper de l'affectivité à côté est un autre problème. Et alors d'autre part, je ne crois pas que l'affectivité modifie l'intelligence et par conséquent on peut faire une séparation. Là, ça n'est pas la vie de tout le monde du tout. Mais je pense que l'affectivité, Spitz l'a montré admirablement dans les premières périodes, est un moteur indispensable, bien sûr, au travail de la connaissance, mais qu'elle n'en modifie pas la structure. Elle peut accélérer dans des situations favorables, elle peut retarder grandement, comme dans les situations d'hospitalisme de Spitz, le développement de la pensée, mais elle n'en modifie pas la structure. Je pense. Prenez deux élèves en classe élémentaire d'arithmétique, un qui a le goût des mathématiques et l'autre qui voit un pensum terrible. Pour tous les deux finissent par faire 4, n'est-ce pas? C'est pas parce que l'un s'y intéresse ou que l'autre a de la répulsion pour le calcul que ça va modifier les structures. Mais vous voyez la possibilité quand même de certaines interactions qui feraient que dans certains cas, disons, où l'affectivité joue beaucoup, elle envahisse en quelque sorte l'intelligence et sans modifier les structures, au moins nuise au fonctionnement. Ah oui, bien sûr, bien entendu. Si nous revenions alors à cette productivité qui est la vôtre, j'ai parlé au tout début de quelques 30 volumes et 200 articles. Est-ce que vous pourriez nous dire? Hélas, oui. Vous avez dit quelque part que vous y êtes arrivé parce que vous n'êtes pas obligé de lire Piaget. Mais est-ce que vous nous diriez comment vous avez réussi à produire à ce rythme vraiment et pendant maintenant... près d'un demi-siècle? C'est pas commode à dire. Je suis un anxieux. Et le seul moyen de me guérir de l'anxiété, c'est de travailler. Puis alors, d'autre part, écrire des livres me paraît beaucoup plus facile que d'écrire des articles. Et a fortiori encore bien plus facile que d'écrire des lettres. Parce qu'un livre, on ne commence qu'une fois, puis ensuite ça dure 1 an ou 2. Alors on n'a plus qu'à continuer. Une fois que c'est commencé, ça crée une lacune, un besoin, et on continue tout naturellement. Et où trouvez-vous le temps d'écrire? Parce que vous avez votre professorat,
vous avez eu, nous y reviendrons peut-être, des activités administratives. Est-ce que ça veut dire que vous écrivez tous les jours et dans tous les moments disponibles? Tous les jours et dans tous les moments disponibles. Et comme une sorte de devoir, je change Non, un peu pas notre du chat. tout. Pas du tout. Justement, c'est le moment de délassement, si je puis dire. C'est le moment où je me sens bien, quoi. Alors pour vous, c'est vraiment, là, comme vous venez de nous le dire, un moment de diminution de l'anxiété. C'est ça. Mhm. Et vous pouvez écrire n'importe où, ou bien vous faut-il, comme certains écrivaient, telle table et tel éclairage? Je travaille beaucoup mieux en vue de la nature. Oui. Soit à la montagne quand je peux en vacances, soit à une fenêtre qui donne sur un coin de paysage. Ça c'est net. Mais si j'ai pas la nature, j'écris n'importe où. Dans un aéroport, dans un café. Dans un café comme à Paris. Le Balzac. Vous avez été professeur à la Sorbonne. Oui, 11 ans. Est-ce que ça n'est pas tout à fait exceptionnel pour un non-français d'occuper une chaire à la Sorbonne? Oui, oui. On a tourné les règlements en ne nommant pas le titulaire et en me chargeant du remplacement du titulaire avec renomination automatique au bout de l'année. Et votre enseignement vous a conduit non seulement à Paris, vous avez surtout enseigné évidemment en Suisse, là, et bien chez vous, Neuchâtel, Lausanne, Genève, mais vous avez parcouru le monde aussi, vous avez enseigné ailleurs. Ah, des conférences. Des conférences. Est-ce qu'il y a un lien très étroit, alors, votre œuvre en donne sûrement l'impression, entre votre enseignement et l'œuvre ensuite? Est-ce qu'habituellement vous faisiez cours et vous produisiez après un volume en fonction, disons, de cours? Oh, c'est plutôt... oui, en un sens. J'aime faire un cours sur des choses en train, en gestation. Ça précise les idées. Et je crois que pour l'auditoire, c'est plus intéressant d'avoir quelque chose qu'on est en train de construire que du tout fait. Comment avez-vous l'impression qu'on est en train là de réagir justement à votre œuvre? Je pense particulièrement aux États-Unis. On a mis beaucoup de temps à vous accepter et vraiment à assimiler en quelque sorte de vos travaux. Comment expliquez-vous cette réticence? N'est-ce pas, la très grande majorité des psychologues américains sont empiristes et behavioristes. Et ma tendance est au contraire d'insister sur l'activité du sujet et la construction des connaissances par cette activité du sujet. Alors il y a là un conflit de tendance qui est très net. On vous voyait à ce moment-là, je pense, comme un philosophe, entre autres. Et, oui, c'est ça. Pas tellement comme un psychologue. Oui, c'est ça, comme un philosophe égaré. Mais j'ai l'impression qu'on a changé, parce qu'il suffit aujourd'hui de parler de Piaget pour aussitôt, n'est-ce pas, modifier son statut. Et comment expliquez-vous alors que depuis un certain nombre d'années, au contraire, vous soyez tout à fait à la mode aux États-Unis? N'est-ce pas, je crois que ça a commencé quand j'ai publié, ou quand ça a paru en anglais, parce qu'il y a toujours du retard, mes premiers travaux sur les conservations et non-conservations. Ça, c'est un phénomène assez spectaculaire, n'est-ce pas, que l'enfant n'admette pas qu'une quantité se conserve quand elle change de forme, qu'une collection conserve son nombre quand elle change de configuration, etc. Vous voulez nous donner un exemple de ça? Ah ben, vous prenez... vous alignez par exemple 7 jetons rouges en donnant à l'enfant une collection de jetons bleus et en lui demandant d'en trouver autant. Il vous fait les petits vous font une rangée de même longueur sans s'occuper du nombre. Ça, c'est pas intéressant. Mais vous avez une deuxième étape où il vous donne une collection de 7
bleus contre 7 rouges par correspondance terme à terme, un en face de chacun. Mais si la correspondance qu'on peut appeler optique ici, qui est simplement figurale, est modifiée, c'est-à-dire que si vous écartez les jetons d'une des deux rangées, alors il n'y a plus le même nombre. Alors il vous dira qu'il y en a plus parce que c'est plus long, ou bien qu'il y en a moins parce que c'est moins serré, etc. Ben, ça, c'est quand même assez ahurissant que ces conservations qui, pour nous, sont la condition même de la pensée, n'apparaissent que vers 7 ou 8 ans. Alors, quand les Américains ont repris ces expériences, persuadés qu'ils trouveraient autre chose et qu'ils ont trouvé la même chose, j'ai l'impression que c'était un choc. Ils se sont mis à regarder de plus près. Est-ce qu'il y a eu une époque où ils avaient repris de vos expériences et où ça n'allait pas tout à fait Oui, aussi justement, bien? les premiers livres dont vous me parliez tout à l'heure, qui employaient une méthode essentiellement verbale, alors ça avait été repris dans le domaine de la causalité physique, par exemple, et puis avec une méthode verbale tant soit peu différente, on trouve des choses également tant soit peu différentes. Et l'opinion était qu'on peut faire dire à l'enfant ce qu'on veut, ce qui n'est pas vrai, mais la méthode étant très incomplète, les contrôles ne donnaient pas sécurité. J'ai repris ces dernières années la causalité, en reprenant la causalité avec des méthodes d'expérimentation de l'enfant, un matériel qui manipule des problèmes précis de transmission, de direction, de vecteur, etc. On trouve des choses extrêmement précises qui m'avaient totalement échappé autrefois. Oui, mais dans ces œuvres, parce que je vous avoue que ça fait un choc, la façon dont vous réagissez à vos toutes premières œuvres, qui malgré tout, pour plusieurs, restent des classiques. Dans ces œuvres, il y avait quand même des découvertes très importantes et sur lesquelles vous n'êtes jamais revenu. Est-ce que vous seriez prêt là vraiment à renier en quelque non, sorte il y a des choses à retenir. Par exemple, dans la causalité, les expériences sur l'ombre ou bien le mécanisme des bicyclettes, tout ça a été confirmé depuis. De sorte que si je vous demandais, par exemple, comment doit-on vous lire, est-ce que vous diriez qu'il faut quand même commencer par le commencement? Je ne crois pas. Non? Qu'est-ce que vous diriez? Je dirais qu'il faut commencer par le sensorimoteur, qu'il faut étudier les ouvrages qui portent sur les opérations, les quantités, le nombre, l'espace, le test, temps. Et puis ensuite prendre les premiers, parce que les premiers ne sont pas faux, je ne dis pas ça, mais sont légèrement en marge de ce qui est l'essentiel. Et presque, en tout cas, de votre vocabulaire d'aujourd'hui qui est tout à fait différent. De sorte qu'il faut même avoir un dictionnaire parfois, Oui. Et qu'il y a des dictionnaires spécialisés Oui. de vos œuvres. Monsieur Piaget, le temps file et je voudrais vous demander, en terminant, vous avez cette œuvre immense derrière vous, là, près d'un demi-siècle de publication. Par ailleurs, vous êtes encore d'une extraordinaire vigueur. Vous n'avez pas diminué votre rythme de publication. Vos amis et même vos ennemis ne voient aucun fléchissement chez vous. Est-ce que vous pourriez nous dire, pour vous, là, qu'est-ce que c'est demain? Demain, Qu'est-ce que vous voyez demain pour vous, pour votre œuvre? Qu'est-ce qu'est l'avenir? eh bien, pour le moment, je suis dans les problèmes de causalité qui m'ont tout à fait renouvelé en me plaçant au point de vue de l'objet et plus au point de vue des activités du sujet. Alors là, j'ai encore à faire pour 1 ou 2 ans au moins. Mais ensuite, il y a toutes sortes de lacunes dans la doctrine qu'il faudrait combler. Le problème central du passage d'un stade à un autre, que ma meilleure collaboratrice Schneider étudie par des méthodes d'apprentissage. Mais il reste dans
les questions du développement spontané, des problèmes non résolus, le mécanisme même de l'équilibration, de l'autorégulation, la manière dont l'enfant ou l'adolescent découvre des structures nouvelles par une sorte d'abstraction à partir des antérieurs qui ressemble beaucoup au travail du mathématicien, des opérations sur des opérations, etc. Tout ça est encore en partie obscur et demande des remaniements, enfin Et voyez-vous quelque chose du côté là de l'intelligence artificielle, entre autres, de la possibilité de l'utilisation de votre œuvre dans des modèles cybernétiques? Ah, je le souhaite très vivement. Oui. Et vous avez ça, vous croyez que vraiment ça peut déboucher de ce côté-là, je crois. Mhm. Il y a des travaux déjà dans ce sens? Ben, il y a les travaux de Papert qui sont prometteurs à cet égard. Et selon vous, est-ce que c'est votre théorie alors qui serait la plus adaptable en quelque sorte Il serait un peu présomptueux de le penser. Oui. Mais comme je pense qu'elle est vraie, je pense qu'on en retrouvera quelque chose dans l'intelligence artificielle. Oui. Je vous pose des questions maintenant à propos des liens de vos travaux, par exemple, à la pédagogie. Hein, et c'est peut-être la dernière question qui me reste. Vous avez écrit alors sur la psychologie de l'enfant. Et est-ce que vous voyez une application immédiate, en quelque sorte? Elle est commencée, je sais, mais qui serait toujours en mouvement à la pédagogie. Quels sont les liens de votre œuvre avec la pédagogie? Ah, je pense que l'idée d'opération et l'idée de construction de structures opératoires est bien entendu, au point de vue pédagogique, un appoint pour les idées de l'école active, mais école active dans lesquelles je souhaiterais des situations dans lesquelles l'enfant puisse inventer, découvrir, dans lesquelles il ait des problèmes à résoudre, et qu'il force à inventer des instruments nouveaux, des structures nouvelles. Et ça, on le fait pas mal dans le domaine de l'enseignement mathématique. Et je crois que la grande lacune encore, c'est l'enseignement de la physique, l'enseignement des sciences expérimentales, et que là, il y aurait pas mal à tirer. Mais est-ce un manque à ce moment-là de connaissances de la part des gens qui ont à enseigner aux enfants, ou est-ce que l'attitude fondamentale, justement, qui permettrait la découverte, est-elle absente? Ah non, je suis persuadé que les éducateurs ont tout ce qu'il faut pour élaborer une méthode adéquate, mais dans ce domaine de la causalité, par exemple, il faut être au courant de faits quant au développement spontané de la causalité chez l'enfant, de faits qui ne sont pas connus, que nous avons trouvés ces 3 ou 4 dernières années qui ne sont pas encore publiés. Ben, ces faits-là, par exemple, dans les questions de transmission du mouvement, vous avez une rangée de billes mobiles, vous en avez une qui vient taper le début de la rangée, c'est la dernière bille qui part. Qu'est-ce qui se passe entre deux? Ben là, nous avons trouvé des stades tout aussi précis que dans le domaine des opérations, jusqu'au niveau où l'enfant pense qu'il y a un courant, un mouvement, une impulsion qui traverse toutes les billes sans les déplacer, mais ça n'est que vers 11-12 ans. Ben, quand on connaît ces données-là, on peut instituer des expériences pédagogiques et un milieu d'expérience pour l'enfant beaucoup mieux que tant qu'on ne connaît pas ces faits. Et là, je donne un exemple parmi une centaine, parce que nous avons une centaine de recherches non publiées dans ce domaine de la causalité. Ben, tout le problème des directions du choc, des vecteurs, et pas seulement des transmissions, tout ça pourra donner, je pense, lieu à des applications pédagogiques.
mais de sorte qu'une meilleure pédagogie n'est concevable quand même qu'avec des connaissances très très précises malgré tout dans les différents domaines, que ce soit la physique ou les mathématiques. Oui, bien entendu, mais oui. c'est à l'éducateur à les acquérir et à trouver lui-même ses méthodes, et c'est pas au psychologue, je crois. Mais ne pensez-vous pas qu'il faudra quand même quelqu'un pour faire le passage entre vos travaux, si vous voulez, et celui des éducateurs? Parce qu'on ne pourra pas leur demander à tous de lire du Piaget, de tout lire Piaget. Ah oui, mais il y a pas mal de spécialistes qui peuvent faire qui font le pont, qui s'occupent aux États-Unis, vous voyez même des physiciens qui lâchent leur laboratoire pour faire de l'enseignement élémentaire, au tout petit. J'ai rencontré à Berkeley un physicien qui s'appelle Karplus, qui fait de l'enseignement préscolaire, pour ainsi dire, pour en enseignant. Monsieur Piaget, je suis obligée de vous arrêter là parce que nous avons déjà terminé. Je voudrais simplement ajouter alors que on a souvent dit qu'un des grands génies de la psychologie, le premier des grands génies était Freud et qu'il avait révolutionné le monde contemporain, notre façon de sentir. Je pense que l'autre grand génie, c'est Piaget et qu'il a révolutionné notre monde de connaître et de connaître le connaître. Il y a le siècle de Freud, qu'on le veuille ou non, mais je crois que nous sommes dans le siècle de Piaget. Et merci, patron. Merci.